Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de lore. En effet, dans les commentaires d'une des dernières vidéos, il y a l'un, ou plutôt l'une d'entre vous, je pense, Savar Chantal, qui disait « J'aimerais bien un peu de lore SVP, je trouve que c'est inexploité en français. » Je lui ai demandé du lore de quel univers, parce que le lore c'est très très large. Et elle me répond « Ce que tu veux, même les tiens seraient cool. » Donc du coup, je vous propose juste une vidéo finalement où je vous partage des idées que je trouve sympathiques. Des trucs que j'ai exploités dans des campagnes en cours ou passées, ou des trucs que j'ai pas encore exploités, mais des idées qui me sont venues. J'ai essayé de retrouver des vieilles idées ou de penser à des idées nouvelles pour des campagnes futures. Donc sans plus tarder, on va commencer tout d'abord avec un peu de fantasy. Actuellement, je mène une campagne utilisant le système ICRPG. Donc à la base, c'était parti en Donjons & Dragons 5e édition, et puis petit à petit, je suis revenu à quelque chose que je trouve plus malléable, ICRPG, donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo si ça vous intéresse. On est dans de la fantasy très très classique, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous avais un peu pitché le truc, parlé de la session 0, etc. Il s'est passé pas mal de choses entre temps, là la campagne elle arrive vers une fin bientôt je pense, on est à 12-13 sessions. Et il y a plusieurs éléments de lore que j'avais mis en place, alors certains qui ont été découverts par les joueurs, d'autres qui ont été laissés de côté parce que tout simplement, les PJ s'y sont pas intéressés, ils sont partis dans d'autres directions, etc. Donc on va leur donner une deuxième vie en vous les partageant et peut-être que ça vous donnera des idées, n'est-ce pas? Alors dans cette campagne, je voulais mettre pas mal en avant les dragons parce qu'ils sont pas souvent mis en avant finalement dans Donjons & Dragons. Au cours de la campagne, pour l'instant, les PJ n'ont pas rencontré de dragons, c'est plutôt un truc qui est lié au climax de la campagne, le fait de rencontrer réellement un dragon. Quoi qu'ils auraient peut-être pu en rencontrer plus tôt, s'ils étaient partis dans d'autres directions, je ne sais pas. Pour autant, les enjeux de la campagne tournent vachement autour des dragons. Les dragons, ils ont une place assez intéressante puisqu'ils sont des créatures finalement quasi artificielles, des créatures créées par une entité cosmique qui s'appelle le Serpent Monde. Et le Serpent Monde, il a prophétisé la fin du monde qu'il a appelé l'Abaddon, et il a créé les dragons pour repousser éternellement cette fin du monde, l'Abaddon. Et donc les dragons sont finalement des outils créés par une entité cosmique, presque une divinité, pour repousser l'inévitable, la fin du monde. Et alors comment ça se matérialise dans l'univers? Tout simplement quand les personnages trouvent des œufs de dragon. Enfin, il y a même un personnage qui commençait l'aventure avec un œuf de dragon en sa possession. Et sur cet œuf de dragon, il y a plein d'écritures un peu cunéiformes, vous savez, des sortes de runes et tout, qu'ils peuvent pas vraiment comprendre, qui s'avèrent être des indications sur le destin de ce dragon, et notamment sur où est-ce qu'il doit se trouver pour éclore. Donc en l'occurrence, le dragon, il a une vie prédéterminée, a priori. Alors, j'ai pas tellement exploité cet aspect-là, c'était plus un aspect background de l'univers, parce qu'au final, les PJ n'étaient pas en mesure de traduire ce qui était sur l'œuf. En tout cas, ils se sont pas particulièrement intéressés à ça. Ils n'ont pas cherché à me dire, nous, ce qu'on veut, c'est découvrir, comprendre ce qui est écrit sur cet œuf, etc. Donc pendant la campagne, ça n'a pas eu tellement d'impact. Peut-être que j'aurais pu le mettre plus en avant. Mais pour le climax, c'est un peu la résolution de la campagne, ça en a un, puisqu'en fait, ils se rendent à un site de nidification de dragons avec cet œuf pour trouver d'autres œufs, etc. Il y a plusieurs factions qui se disputent ces œufs. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, il y a eu une bataille il y a bien longtemps, classique de la fantasy, où plusieurs races se sont alliées pour repousser un mal lointain, etc., etc. Et ils ont découvert les ruines d'une forteresse dans laquelle ils ont trouvé une bibliothèque avec des explications un peu sur ces dragons liés au destin, etc. Et notamment comment les elfes, grâce à la magie, ont réussi à détourner les dragons de leur vocation et de leur destin pour en faire des outils au service d'autre chose. Parce que ce qu'ils ont découvert, en effet, c'est que non seulement pour faire éclore le dragon, il faut l'amener à un endroit précis, à un timing précis. Alors comme le destin est bien fait, l'œuf va certainement arriver à cet endroit précis au timing nécessaire pour son éclosion, pour que la trajectoire du destin soit parfaite. En tout cas, il y a une sorte de mode d'emploi sur l'œuf. Ils ont découvert aussi qu'il y avait certains mages, certaines factions, qui avaient développé une sorcellerie, pour le coup, contre nature, afin de justement essayer d'ouvrir les œufs sans les amener au bon endroit au bon moment, mais aussi de prendre le contrôle du dragon. Parce que ce qu'ils ont découvert, c'est que une fois que le dragon naît, pendant un certain laps de temps, il va être sauvage en quelque sorte, et c'est seulement petit à petit qu'il va prendre conscience de son rôle, que sa personnalité prédéterminée va surgir, sa conscience en fait préexistante va surgir, et que pendant un moment il y a une période de bestialité jusqu'à devenir ce qu'il doit devenir en quelque sorte. En fait, les elfes ont étudié tout ça pour, durant la guerre par le passé, au moment de la naissance du dragon, le capturer en fait, l'empêcher de partir, etc., le garder sous vase clos et l'influencer pour retisser entre guillemets la trame du destin de ce dragon et en prendre le contrôle et en faire un outil pour eux-mêmes, pour les elfes. Ce que je trouvais assez intéressant avec cette idée, c'est que ça mêlait un peu plusieurs visions philosophiques du destin. Enfin, en fait, est-ce qu'il y a un destin
Est-ce qu'il est d'origine divine, ce destin? Est-ce qu'il y a une conscience supérieure qui a écrit à l'avance tout ce qui va se passer? Donc dans ce cas-là, le serpent monde qui aurait une vision de l'avenir et qui du coup aurait programmé les dragons pour créer une sorte de plan parfaitement préparé? Ou est-ce que ce qui va déterminer le destin du dragon, c'est ses premières heures d'existence, comme on pourrait dire qu'il y a un déterminisme social et que durant l'enfance, en fait, il y a beaucoup de nos comportements, de nos valeurs, etc., qui vont être déterminés. Donc ça, c'est plus ce que les elfes vont être capables de faire avec leur magie. Et puis finalement, ça pose tout simplement la question de est-ce qu'il y a un destin dans cet univers préécrit? Et en fait, moi-même, j'ai pas vraiment la réponse en tant que MJ, parce que ce qui est intéressant, c'est pas la réponse, c'est la question. Alors tout ça, je vais pas vous le cacher, c'est un peu un délire, c'est un peu un kiff perso, parce qu'au final, dans le cadre de la campagne, les PJ sont dans des enjeux beaucoup plus concrets, beaucoup plus directs, il y a une guerre, etc. Donc j'ai pas l'impression qu'ils soient tellement posés ces questions-là, mais moi c'était un peu mon kiff pour donner du sens, en fait, à mon univers. Quelque chose que je pourrais développer davantage si je voulais continuer à jouer dans cet univers, une idée que j'ai sous le coude. Un autre élément aussi qui est intéressant et qui pour le coup a été amené par un joueur, c'est qu'en fait il y a eu un conflit quelques années avant le début de la campagne qui a opposé en fait des dragons un peu tyranniques, fous, qui ont essayé d'attaquer le royaume dans lequel se passe l'histoire. Et en fait il y a un guerrier, un saint qui s'appelle Ibiom, donc un humain qui a été un peu élevé au statut de divinité, qui a créé un ordre un peu de tueurs de dragons, etc. Et il y a un des joueurs, il est paladin de cet ordre. Et donc pour lui, dans son lore, entre guillemets, il est plutôt contre les dragons, a priori, qui ont causé du mal par le passé, et il suit les enseignements de ce saint Ibiom. Et en fait, à un moment donné, ils sont arrivés dans une bibliothèque et je leur ai dit, voilà, vous découvrez des choses, etc. Et c'est à vous de créer des nouveaux éléments sur le lore. Et le joueur, il a amené une idée très très intéressante, qui était que Ibiom, le saint, en fait, pour être capable de vaincre les dragons, il a pactisé avec un dragon pour obtenir sa puissance. Donc il a fait ça à la mort du dragon. Et en gros, il a emprunté la puissance du dragon pour combattre les autres dragons, donc pour combattre les pères du dit dragon. Mais à sa mort, Ibiom, lorsqu'il mourra, le dragon ressuscitera à travers lui. Et je trouvais que, par un hasard, alors je sais plus à ce moment-là quelles informations je leur avais déjà données, qui auraient pu amener le joueur à penser à cette idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette idée se combinait parfaitement avec la vision que j'avais des dragons. Ça collait parfaitement parce que le fait que les dragons puissent renaître à travers quelqu'un, c'était presque comme si ça pouvait leur permettre d'accomplir leur destinée alors qu'ils allaient mourir. Ibiom affronte le dragon, il l'amène à 0 point de vie, en quelque sorte. Le dragon n'a peut-être pas accompli sa destinée, et donc du coup il va donner son pouvoir à Ibiom pour pouvoir, à la mort d'Ibiom, renaître et accomplir son destin, et avoir une sorte de nouvelle vision encore du destin en termes théologiques, philosophiques, qui est un peu l'histoire des cycles. C'est encore une autre vision de comment fonctionne le monde. Est-ce que c'est une longue trame prédéterminée? Est-ce que c'est plein d'éléments qui vont venir en collision pour déterminer le destin, ou est-ce qu'on vit dans un cycle, etc. Et voilà, moi, c'était mon petit kiff un peu qui n'a pas eu un impact énorme sur la campagne, mais qui amène une petite dimension théologique un peu bizarre au truc. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, j'avais une deuxième idée qui n'a pas tellement été exploitée. Donc c'est plutôt un thème, c'est lié à un lieu de la campagne dans lequel mes PJ se sont rendus une fois et en sont repartis, ils ne sont jamais retournés, mais où j'avais des idées pour développer si ça intéressait vraiment à ce lieu. C'est un souterrain dans lequel se trouvent des myconides. Alors les myconides, c'est des sortes d'humanoïdes champignonesques qui font partie du bestiaire de Donjons et Dragons, et que j'avais donc situé dans un tunnel sous la ville qui sert un peu de hub à la campagne, donc qui s'appelle Fort Horizon, dans lequel les PJ se rendaient pour aller en exploration. C'est pas très important. Et en gros, au moment où ils se rendent dans ce tunnel des myconides, déjà il y a comme ça les spores des myconides un peu qui les emmènent dans des rêves, il se passe des trucs un peu psychédéliques et tout, où il y a pas mal d'impro, etc., etc. Et en fait, j'avais pensé à plusieurs trucs possibles pour les myconides. Comme un des thèmes centraux de la campagne, c'était les dragons, j'avais pensé au fait que les myconides, potentiellement, dans cette sorte de territoire de mycélium, ils auraient endormi des dragons. Et qu'il y aurait comme des dragons endormis dans cette sorte de jardin de champignons à la Alice au Pays des Merveilles, contrôlés par les myconides pour éviter qu'ils se réveillent. Ça, c'était une des idées que j'avais eues, que je trouvais assez cool. J'avais aussi eu l'idée plus liée, qui ressemble un petit peu, mais un peu liée au jeu de rôle Rêve de Dragon, où en fait, les myconides, ils peuvent plus ou moins vous contrôler avec leur sport, vous faire avoir des visions, etc. Et qu'en fait, les myconides, ça pourrait être un moyen de prendre la conscience des PJ et de l'envoyer dans les rêves de dragons lointains ou de toute autre faction, en fait, pour communiquer. Si les PJ arrivaient à se faire
à faire en sorte que les myconides soient leurs alliés, comme un moyen via le rêve et via les myconides de communiquer sur de très très longues distances. Et d'ailleurs, ils avaient trouvé des petits champignons à cet endroit-là qui leur permettaient, s'ils en mangeaient, de communiquer à distance. Ils ne s'en sont jamais servis. Comme quoi les consommables, bien souvent, on oublie et on ne s'en sert pas. Si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à venir sur le Discord pour donner vos idées de vidéos ou en commentaire à donner des idées de futures vidéos et me dire si ce genre de petits trucs sur le lore ça vous intéresse. Voilà, ça c'était un peu des petites idées que je trouvais cool, qui peuvent être largement étendues, exploitées d'une de mes campagnes en cours. Après, il y a une autre idée, donc là complètement déconnectée de toute campagne que je suis en train de mener, etc. Plus une idée vraiment de world building deep qui sert presque à rien, mais qui en même temps peut donner une couleur à un univers de fantasy. Ce serait que la magie dépende uniquement du mouvement. Souvent, vous voyez, il y a une sorte d'origine de la magie. Il me semble que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le chant des Valar ou je sais pas trop quoi. Il y a un truc avec la musique presque. Des univers où la magie va plus provenir des éléments comme Avatar, Dernier Maître de l'air, etc. Donc mon idée est certainement pas vraiment originale, mais je me suis dit, est-ce que la magie ça pourrait pas être lié au mouvement? L'idée m'est venue dans Dead Genesis, de un peu la religion des Anubiens. Et l'idée qu'en gros, le monde, ça pourrait être comme une mer calme sur laquelle un jour, il y a quelque chose qui est tombé. Et ça a créé du remous, des vagues, et donc du mouvement. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Un peu l'idée que peut-être le point zéro de l'histoire mythique de votre univers, c'est un immobilisme total. Et à un moment donné, il y a un truc qui a bougé, et ça a créé une chaîne de causalité qui a tout fait bouger. Et en fait, un mage, il pourrait changer la réalité grâce au mouvement. Et donc on pourrait avoir une magie assez limitée, proche de celle de The Witcher par exemple, avec des signes simples, difficiles à exécuter, mais que s'ils sont exécutés à la perfection, des enchaînements ou à la Naruto, vous voyez, genre tac 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 tac, boule de feu. Avec des signes simples, on aurait une sorte de magie un peu mineure, et qu'en fait, ensuite il y aurait différents ordres de manières de créer la magie, par exemple avec des vibrations. Bon, les vibrations du coup c'est du son, mais c'est aussi un mouvement, ou avec la danse par exemple, que les mages ce soient tous des danseurs et qu'en fonction du type de chorégraphie qu'ils font, je sais pas, celui qui fait du hip-hop, vous voyez, il a pas le même répertoire de magie que celui qui fait de la danse classique. En vrai, ça pourrait être bon délire, je m'étais dit ça une fois. Et puis ça amène sa part de contrainte à votre magie. Du coup, il n'y a plus de composantes verbales ou je sais pas quoi, etc. Tout est lié au mouvement. Donc est-ce il faut des machines capables de produire une force qui va permettre de faire un mouvement suffisamment puissant pour lancer un sort? Est-ce que c'est la complexité des chorégraphies qui va être en jeu? Et du coup aussi, vu que plus le mouvement est complexe et l'enchaînement est complexe, peut-être plus vous pouvez faire des sorts avec des effets précis, etc. Peut-être que dès lors que vous êtes immobilisé, vos sorts sont limités à ceux que vous pouvez faire avec des mouvements très très simples, etc. Vous pouvez graduer comme ça. La magie, bref, la magie en mouvement. Une idée comme ça. Alors maintenant, on va passer sur des trucs un petit peu plus cyberpunk. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui savent qu'ils vont jouer avec moi à Tokyo Otherscape après, que c'est un peu planifié, voilà, peut-être que vous allez vous spoiler. Voilà. C'est pas très très grave parce qu'on joue en transparence, mais voilà. Est-ce que vous voulez vous garder la surprise ou est-ce que, vous voulez savoir? Je ne suis pas inquisiteur, je ne pourrais pas vérifier si vous avez regardé ou non, si vous êtes spoilé. Passons à la suite. J'attends Cyberpunk. Tokyo Otherscape, j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui utilise le système de City of Mist et qui va être du cyberpunk lié à du mythe. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voyez pas de quoi je parle. J'avais pensé à une organisation qui s'appellerait le Kitsune, parce que je regardais récemment, et d'ailleurs ça c'est un truc que je vous invite à faire tout simplement si vous voulez avoir des idées de lore, enfin de trucs pour concevoir votre univers. Je regardais des vidéos un peu sur les mythes et légendes, et je regardais une vidéo sur les Kitsune, donc qui sont un peu les esprits renards au Japon. Et en fait, les Kitsune, en fonction de leur niveau de puissance, ils ont un certain nombre de queues, jusqu'à ce qu'ils arrivent au renard à 9 queues, donc le Kyuubi comme dans Naruto. Je m'étais dit qu'il pourrait y avoir une sorte d'organisation un peu tentaculaire de hackers, qui serait le Kitsune, où il y a des rangs à monter, un peu comme chez les francs-maçons, ou toutes sortes d'autres sectes comme ça, où il y a vraiment une hiérarchisation. Voilà, ça pourrait être une faction. J'ai pas réfléchi beaucoup plus loin que ça, mais je trouvais que ça collait très très bien à des thèmes cyberpunk, le fait qu'il y ait des informations qui soient isolées dans la matrice, des gens qui agissent un peu en mode Anonymous. Les Kitsune, ce serait une sorte d'équivalent japanisant et cyberpunkinisant des Anonymous, vous voyez. En plus, dans la mythologie japonaise, on dit, il me semble, que quand il y a un arc-en-ciel, je crois, je sais plus, j'ai déjà oublié, c'est terrible, mais les Kitsune, en fait, ils se retrouvent pour des sortes de réunions secrètes dans lesquelles les humains ne doivent surtout pas se retrouver. Et donc je trouve que ça ajoute encore
à ce côté secte, groupe occulte, fermé, et auquel qu'on n'est pas censé rencontrer en fait, et où il va être très difficile d'y entrer, mais aussi de monter dans la pyramide hiérarchique et de comprendre vraiment les intentions, les véritables objectifs du kitsune. Et puis en plus, ça colle évidemment avec le côté mythe de Tokyo Otherscape, et on pourrait tout à fait découvrir in fine que tout en haut de cette pyramide du kitsune se trouve un véritable kitsune, une créature mythique. Après, il y a une autre idée qui m'était venue de Cyberpunk. Une fois de plus, je pense pas que j'invente grand-chose avec ces idées. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà pensé quelque part, mais c'est de créer une sorte de faction de cybernomades, tout simplement. Donc ça, c'est plus dans un délire plus transhumaniste, genre à la Eclipse Phase, où en fait, on arrive vraiment à détacher la conscience d'un humain et à en faire un cerveau virtuel, à le mettre dans le cloud en fait, donc un peu en mode Black Mirror. Et en fait, on aurait une faction qui serait des cybernomades pour chasser, alors pour toutes sortes de raisons, peut-être leurs idées, peut-être qu'il y a encore un racisme latent dans votre univers cyberpunk, peut-être que c'est des criminels, peut-être qu'il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles un groupe de personnes pourrait être pourchassé, et en gros leur seul moyen de s'en sortir, ça a été d'abandonner le plan matériel, de se mettre uniquement dans le plan numérique, le cyberspace, et de fuir et de voyager comme ça de hardware en hardware, parce que sur le cloud on pourrait les retrouver trop facilement. Ils ont besoin de rester dans des réseaux fermés pour pas qu'on les retrouve et qu'on les supprime, qu'on les mette dans la corbeille. Ils ont une bonne raison de fuir, peut-être des complices qui les aident à vivre une sorte de vie nomade dans le cyberspace, et ils doivent fuir comme ça de serveur en serveur, de clé USB en clé USB, sans qu'on les retrouve et qu'on les détruise, pour revenir un jour peut-être. Et si vous prenez le parti, comme dans Tokyo Otherscape, que la matrice, c'est quand on est à l'intérieur, c'est une sorte de réalité complètement différente, etc. Ça peut vous faire une campagne comme ça où vos personnages ils vont voyager à travers les époques, à travers plein d'univers différents, un peu une sorte de multivers complètement farfelu, parce que c'est de la réalité virtuelle. Et donc, et ils sont quand même pourchassés par des gens qui essaient de les détruire dans chacune de ces réalités. À chaque fois, ils doivent fuir de l'une à l'autre, et peut-être essayer à un moment donné aussi de ressortir et de s'emparer de nouveaux corps qui seront intraçables, j'en sais rien, il y a plein d'enjeux auxquels vous pouvez réfléchir, mais je pense que ça peut faire un bon thème de campagne, des fugitifs de la matrice. Donc voilà, quelques idées de lore un peu en vrac. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à développer sur ces idées, me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, j'ai fait mon travail de youtubeur, maintenant je peux vous dire au revoir.